je suis censé faire un récit en fait de tout ça. Donc en fait tout reconstruire, refaire en blanc et relier les choses entre elles. C'est-à-dire parfois dans une même partie, tu as deux, trois papiers, tu dois tisser entre eux. Et en fait c'est très très long quoi. Parce qu'il faut par exemple que ce soit un peu écrit, ça ressemble à quelque chose quoi. C'est David Shot, c'est le seul. Tu sais, nous on fait souvent des livres comme ça avec eux, c'est-à-dire qu'en fait on met, là on a déjà fait ça 3-4 fois, c'est-à-dire on reprend des articles publiés dans Mediapart, on fait une préface, ça sera écrit, et puis on fait des chapitres et tout, ça permet de refaire vivre les articles. Moi j'ai déjà fait vivre ça ouais, en 2012, on a fait un bouquin avec une collègue sur tu sais, la France et la finance actuelle. Ouais, sur Inspiration, sur tous les réseaux, les relations, raconter les réseaux et c'était. Voilà. Moi j'aime bien faire des trucs de réseau en fait, c'est super intéressant. Parce qu'en fait quand tu commences à. Mais c'est vrai, quand tu commences à regarder, en fait, sur Macron c'est pareil. C'est-à-dire quand tu fais la sociologie des réseaux, le machin, en fait t'as déjà tout dit en fait sur. Et là c'était marrant. Comment? Mais c'est un peu chiant de faire. Généralement on est bien payé. Enfin, c'est un bon contrat. Il y a pas un peu, mais on a un peu aussi. Pas juste pour la gloire. Ça sortira le 7 septembre. Moi je voulais que ça sorte plutôt vers fin août. Événement délaissé, c'est délaissé. Alors on y va. Bonjour et bienvenue à tous à la Gaieté Lyrique pour le festival Loud and Proud. C'est la 4e journée dernière. Merci d'être venus. Assister à cette rencontre avec Todd Shepard pour parler de son livre « Mal décolonisation, l'homme arabe et la France, de l'indépendance algérienne à la révolution iranienne », paru chez Payot au début de cette année. Un ouvrage stimulant qui déshabille l'obsession française autour de l'homme arabe. Ça marche plus mon micro, si. Particulièrement l'algérien après 1962 et met en rapport sexualité et décolonisation. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci Todd d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je rappelle que vous enseignez l'histoire à la Johns Hopkins University aux États-Unis et que vous avez reçu 2 prix pour votre livre précédent, Comment l'indépendance algérienne a transformé la France, qui a reçu le prix Jean Russell-Major, qui est le meilleur livre en anglais sur l'histoire de France, et également le prix du Council of European Studies, qui est le meilleur livre publié sur l'Europe. Pour dialoguer avec vous aujourd'hui, il y a Mathieu Magnodex, qui est journaliste à Mediapart. À l'issue de cette rencontre, n'hésitez pas, comme d'habitude, à prendre la parole, faire part de vos remarques ou questions, parce que c'est aussi un des principes de ce festival, c'est l'échange et la circulation des savoirs. Juste avant de vous laisser la parole, je signale juste qu'il y aura un petit goûter d'adieu à 16h à l'entrefoyer au 2e étage, qu'à 15h30, il y a un atelier sur le hacking là-bas, et qu'il y aura des drag queens qui lisent des contes à des petits-enfants à 16h et à 17h. C'est important de le préciser. Voilà, c'est à vous. Bonne rencontre et à tout à l'heure. Tu m'indiqueras juste pour si tu restes un peu pour savoir quand on nous donne la parole et tout, parce que j'ai pas du tout de timing. C'est quoi, 45 minutes? Ouais. Bonjour à tous. Merci à Todd Shepard d'être là. Bonjour Todd. Bonjour Mathieu. On va donc Anne t'a déjà présenté. Moi, je voulais rajouter juste un petit quelque chose. C'est dans la revue Vacarme en 2013. Voilà comment Todd Shepard, qui est à côté de moi, a été présenté comme un historien des impensés français.
C'était intéressant, je vous lis le petit passage. Attaqué comme un Américain qui ne peut pas comprendre la France, comme l'a été Robert Paxton en son temps, lorsqu'il bouleversa la perception du régime de Vichy, Todd Shepard propose une interprétation renouvelée de la façon dont la société française a vécu et travaillé par la guerre d'indépendance algérienne. En prenant au sérieux les mots employés, il montre la manière dont les fantasmes et les stéréotypes, en matière de sexualité notamment, se sont élaborés et transformés pour se saisir de la réalité de l'immigration. Donc Todd Shepard, c'est un historien, Anne l'a dit, de la guerre d'Algérie, dans ce qu'elle a aussi de fondamental, beaucoup plus que peut-être on ne se l'imagine, ou beaucoup se l'imaginent en France, encore aujourd'hui comme résonance dans la France contemporaine. Et puis, un historien de l'imaginaire puissant qui en découle, un imaginaire où, depuis 1962, donc la figure de l'arabe, en particulier de l'homme arabe, tient une place omniprésente. Ce que dit Todd Shepard dans son livre, c'est qu'il y a une parole sexuelle, c'est l'expression qu'il emploie, omniprésente sur les Arabes en France. Et il essaye de reconstituer ce qu'il appelle une histoire de la race et de l'empire, une matière que les historiens français observent peut-être avec beaucoup de prudence depuis longtemps. Vous êtes, Todd est très critique avec les écrivains gays d'une certaine façon, utilisés de façon un peu générale, qui ont un peu beaucoup utilisé en fait la veine orientaliste, beaucoup utilisé les récits ou les récits autour des Arabes, des hommes arabes notamment, à des fins, on va dire quasiment récréatives, voire en tout cas pour le simple plaisir. Mais finalement, il dit aussi que la question de cette parole sexuelle, de cet imaginaire-là a été très peu exploré en France. D'ailleurs, en fait, c'est intéressant parce que ce livre, donc, qui s'appelle Mal décolonisation au départ, je crois, Todd, devait s'appeler La France, le sexe et les Arabes, ce qui a le mérite d'être beaucoup, beaucoup plus clair. Pourquoi ça ne s'est pas appelé comme ça ? Je crois qu'il trouvait, mon éditeur trouvait que c'était racoleur, que dans la tradition française, au moins de l'édition, qu'il fallait quelque chose de plus conceptuel. Donc ça c'est un retour sur un titre de Georges Duby, qui a fait un dernier recueil d'articles qui s'appelait Mal Moyen-Âge. D'accord. Donc voilà, donc c'était plus de mettre en avant la question de masculinité, de virilité, de sexualité un peu en berne. Là, mais le livre, c'est assez clair, je pense. Peut-être une première question. Mais en américain, ça va s'appeler ça, la France, le sexe et les D'accord, Arabes. ok. Donc nous avons dépassé les pudeurs françaises sur le sujet. Ouais, bon. Peut-être une première question pour un peu comprendre comment un étudiant ou un jeune historien américain en vient à s'intéresser à la guerre d'Algérie, à la France, mais en particulier à la guerre d'Algérie et à son histoire et à la suite et aux images finalement qu'elle va faire naître. Puisque je crois que tu as été impliqué dans plusieurs combats comme jeune universitaire, comme jeune américain, la question de la lutte anti-apartheid, tu as milité à Greenpeace, tu as aussi écrit un mémoire sur Act Up New York, voilà, dont on a beaucoup parlé depuis ces 2 jours lors des rencontres à Loudon Probe, notamment avec Elisabeth Lebovici. Comment on en arrive à s'intéresser finalement donc à cette question de la guerre d'Algérie ? Comment tu es venu à raconter cette histoire ? Donc de base, moi, en tant qu'étudiant de premier cycle, ça correspondait avec un moment à la fois de, disons, coming out, et surtout de coming out militant, vers des questions d'abord du genre, dans des démarches féministes, et puis en lien avec Act Up New York. Donc Act Up New York, pour moi, c'était 89, et donc après 89, Act Up New York en particulier, puis toute une discussion qui a émergé au début des années 90 aux États-Unis, notamment sur le Queer Studies, donc un effort de passer d'une démarche explicitement ancrée dans le Gay Lesbian Studies, l'histoire des gays lesbiens, donc des histoires cachées du passé qu'il fallait révéler, vers une réflexion sur ce que nous on appelait, en écho à Queer Nation, un autre groupe militant qui sortait d'Act Up New York au début des années 90, de Queer Nation, sur une critique plus politique du passé, qui mettait en avant l'idée de base qui est, voilà, que en soi, le gay n'est pas très intéressant. Les gays lesbiens, les identités en soi ne sont pas nécessairement politiques, que ça pourrait être plein de choses, que c'était peut-être intéressant, mais pour une démarche que nous on voulait à la fois plus radicale, c'est-à-dire pour changer des choses, mais aussi plus juste, c'est d'écrire des choses à la fois dans le passé et du présent
qui ne correspondaient pas vraiment à la stabilité des identités, soit gays, soit lesbiennes, soit autres, qu'il fallait une démarche qu'on appelait queer. Donc le queer, c'était à la fois politiquement, ça se voyait chez ACT UP New York, ça se voyait selon moi, donc c'est ce qui j'essaie d'explorer dans la maîtrise, la master's, le DEA. Et aussi politiquement, le queer proposait quelque chose qui mettait en avant la possibilité que les histoires des combats autour de ces identités, instables, éventuellement éphémères, et pas nécessairement politiques, avaient quand même posé des bases pour faire des combats politiques, qui essaient de cibler comment la domination fonctionnait, comment des choses étaient entrejambées, et aussi pourquoi la sexualité restait problème, posait problème. Et c'est évident que la question du sida a beaucoup fait pour faire ça. Et que les réponses à cette épidémie, cette pandémie, montraient à la fois à quel point les questions de normalité et abnormalité étaient importantes, montraient aussi qu'il y avait des limites de se fixer simplement sur une identité gay qui devenait très vite quelque chose de gay, de masculin, de blanc, et qui affirmait donc que c'était assez, que c'était politique. Donc le queer voulait poser ces questions. Donc moi, j'avais commencé sur ça. Et c'est ça, je voulais poursuivre ces questions au niveau de l'histoire. Donc l'histoire en tant que méthode m'intéressait. C'est-à-dire l'histoire à la base, comment confronter des discussions existantes sur une question donnée. Des discussions savantes, ce qu'on en histoire on appelle l'historiographie, des discussions savantes, avec des sources primaires, donc des sources qui viennent d'un moment donné. Et je trouvais que c'était une méthode qui permettait des fois de penser différemment. Donc c'était de basculer nos idées reçues en tant que chercheurs, d'arriver, de voir des discussions qu'on ne voyait pas. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est ça, je voulais aller vers là, mais je n'avais pas de formation d'historien du tout. Donc j'avais quand même passé une année en France en tant que lycéen. Donc des gens m'avaient conseillé, postule en histoire française, comme ça tu aurais plus de chances d'avoir une bourse. Et puis après tu peux basculer dans l'histoire américaine du fin du XXe siècle et poursuivre une étude sur les mouvements dits gays lesbiens ou l'émergence du queer. Et c'est là où je me suis trouvé dans une cour de doctorant sur les révolutions. Et donc je voulais explorer la question, j'ai décidé la question que je pourrais explorer, c'était est-ce que la révolution algérienne était aussi une révolution française? Et là, je commençais de voir ce qui me semblait à moi, des questionnements qui se ressemblaient beaucoup. Parce que c'est vrai que le queer, ça fait partie d'une série de démarches à ce moment qui mettaient en cause des approches communautaristes, pas pour dire c'est nul, l'histoire noire, l'histoire des femmes, l'histoire des homosexuels, mais pour dire que c'est trop limité, qu'il y a des choses qu'ils ignorent, il y a des choses qu'ils disent qui sont fausses, et en plus, politiquement, ça s'avère assez inefficace. C'est très facile de ghettoiser des exigences de la reconnaissance de la différence. Donc, comment garder... Donc, le postcolonial, c'est une de ces grandes démarches-là. Comment garder l'héritage, l'impulsion de reconnaître la nécessité d'une démarche radicale qui mette en avant les identités, qui tourne vers le communautarisme, et comment essayer de se confronter aux problèmes, au huis clos, au point mort, au point aveugle. Alors on va en parler justement après, quand on aura un peu retracé ce qu'il y a dans le livre, parce qu'on arrivera à ce point aussi d'une certaine façon pour voir un peu ce que le livre peut nous apprendre sur aujourd'hui, ce qu'on peut produire politiquement dans un contexte peut-être différent, bien sûr, de celui que tu décris, mais on reviendra là-dessus. Mais peut-être pour revenir du coup... Oui. Oui, ben... C'est la question que j'allais poser. Ouais. Oui, mais bien sûr, c'est la question que je vais poser. Bien sûr, on va faire cette voilà. Donc du coup, voilà, c'est dans le livre, en deux mots, hein, il y a, tu montres un double balancement, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a après la guerre d'Algérie une très forte virulence d'un discours qui vient de l'extrême droite et qui essentialise beaucoup l'homme arabe comme qui produisant de la violence, comme étant sexuellement dangereux, comme étant même celui qui prostitue ou qui organise la traite des blanches. Et puis, au contraire, bien sûr, après mai 68,
et au moment de la libération sexuelle, eh bien, il y a une véritable, dans une partie, notamment au sein du phare, il y a une sorte d'héroïsation de l'homme arabe comme quelqu'un qui réaliserait toutes les potentialités finalement de la révolution, y compris sexuelle, mais aussi dans d'autres domaines et post-coloniales. Explique-nous un petit peu justement ce balancement pour revenir à cette question. Il n'y a rien de spécifique à la France et rien malheureusement d'atypique dans d'imposer des fantasmes sexuels sur d'autres groupes. Ça, c'est partout, quoi. C'est aux États-Unis, surtout envers la population afro-américaine, soi-disant black. Ça existe partout, avec les Juifs sur plein de plans, avec des Allemands, avec des Britanniques en France, etc. Donc c'est une longue histoire qui a plein de variants. En France, comme ailleurs en Occident, on a eu, c'est ce qu'on appelle depuis longtemps, une analyse qui sort des travaux de Edward Said et d'autres, de l'orientalisme sexuel. Donc l'orientalisme de base qui essaie de définir l'Orient comme un espace peuplé avec des gens qui ont une spécificité et une homogénéité ancrées dans des choses comme l'islam, mais comme aussi l'irrationalité, des choses qui les distinguent nettement du soi-disant Occident. Donc l'orientalisme comme quelque chose qui essaie d'écrire des gens, de mettre ensemble des gens qui ne sont pas nécessairement liés, mais pour les mettre ensemble, pour produire un espace qui fait miroir et qui donc peut produire l'Occident comme un espace de diversité où il y a plein d'individus et qui est normal et qui est rationnel et qui donc devrait gouverner cet autre espace. Et que la sexualité, c'est une de ces versants, une des registres importants sur lesquels l'orientalisme a fonctionné. Normalement, historiquement, c'était plutôt des fantasmes sur des femmes. Le sérail, le voile, la femme qui est réduite à l'esclavage, qui est aussi une figure de luxe, de vice, qui déborde, etc. Donc tous ces fantasmes, toutes ces idées où on va fixer le regard du point de vue soi-disant occidental, l'Orient comme cet espace, qui est particulièrement féminine dans son irrationalité. Donc moi, c'est ce qui m'intéressait, donc c'est ce qu'il faudra mettre en avant là, que l'importance, l'émergence, la consolidation de l'orientalisme comme idéologie, comme façon de voir et d'écrire le monde, est en lien très fort avec le colonialisme, la domination directe des pays, notamment par exemple du Maghreb par la France. Moi, le moment que j'explore moi, c'est après 62, après l'indépendance algérienne, après la fin de la domination directe, juridiquement définie, sur le Maroc, sur la Tunisie et surtout sur l'Algérie. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de colonies. Donc l'exploration, le discours, la discussion que j'essaie de tracer, c'est comment ces questions qu'on pourrait imaginer vont disparaître ou s'affadir, en fait, reprend force assez vite avec certaines spécificités. C'est-à-dire on va parler de plus en plus en France. Il va rester une discussion sur le Maghreb, sur l'Algérie. Qu'est-ce qui va mal en Algérie? Qu'est-ce qui va mal au Maroc, etc. Mais on va de plus en plus discuter de ce qui se passe en France, mais avec toujours une référence à l'Algérie. Donc j'utilise le terme arabe parce que c'est le terme que des gens utilisaient au moment. Mais c'est ce qui est clair que c'est l'arabe va presque toujours couvrir en général les étrangers, les immigrés, les travailleurs immigrés, et ça va toujours faire référence au dernier lieu à l'algérien. Donc le mâle, c'est aussi important parce que c'est une autre spécificité, c'est pas simplement, ce n'est plus un Occident qui regarde vers un espace étranger ou un espace qu'elle domine directement, mais une France qui se regarde et qui se discute sur la France. Et ça va être vraiment, c'est ce que j'ai vu moi, c'est sur les hommes. Sur les hommes, des fois sur les garçons, sur le mâle. Et quand j'utilise le terme mâle, ce n'est pas simplement que ce n'est pas massivement, en fait, même assez peu les femmes, mais dans une discussion sur le mâle, il y a aussi très peu, et moi ce que ça m'a marqué aussi dans mes recherches, très peu de cette haute figure, c'est-à-dire tout ce qui est orientalisme, c'est toujours abnormal. Et normalement, ça a toujours deux versants. C'est ce qu'on pourrait appeler le positif et le négatif, mais on pourrait appeler, donc il y a les islamophiles, comme il y a les islamophobes. Comme il y a les antisémites, il y a toujours les philosémites. Chez les discussions dans l'orientalisme du mâle, normalement, il y a les hypervirils, celui qui déborde, qui a le trop, l'excès, et il y a le faible, l'efféminé, le petit garçon arabe.
Et là aussi, c'était assez marquant. Je le voyais très peu. Donc c'est un moment où ce n'est pas simplement l'homme plutôt que la femme qui est au centre des discussions en France, mais aussi l'hyperviril et très peu l'efféminé. Est-ce qu'on peut revenir sur un peu, parce que le versant, l'extrême droite qui investit à ce moment-là massivement ce discours-là, finalement on en a encore d'une certaine façon des traductions aujourd'hui, et peut-être on peut s'intéresser à un autre moment qui est peut-être moins connu encore et qui pour le coup a disparu. On n'a plus aujourd'hui, finalement on a aujourd'hui un Éric Zemmour ou un Renaud Camus, on n'a plus en tout cas de voix très forte qui représente ce qui s'est passé de l'autre côté d'une certaine façon. C'est-à-dire que tu décris assez bien dans le bouquin comment au sein du phare, donc Front homosexuel d'action révolutionnaire, entre 71 et 74, une expérience assez courte, qui pourtant a beaucoup marqué, t'expliques assez bien comment justement l'homme arabe héroïsé devient vraiment cette potentialité révolutionnaire. Est-ce que tu as des exemples de ça? Peux-tu nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? Donc déjà après 62, mais assez lentement, mais l'image la plus évidente, c'est Aller la Pointe, dans le film La bataille d'Alger. Toute une série de figures mais qui a déjà fait écho à une série de grandes discussions pendant la révolution algérienne, portées par des livres comme La gangrène, des descriptions, des témoignages de la torture, La question d'Henri Alleg, d'autres textes, Les Derniers de la Terre de Frantz Fanon, qui vont positionner l'homme algérien en particulier comme l'homme révolutionnaire, pas simplement révolutionnaire, mais spécifiquement homme. Quelqu'un qui pourrait incarner une forme de virilité, qui répondait et qui exposait des problèmes avec ce qui se passait côté français. Par exemple, prendre La gangrène, avec une série de témoignages de la torture dont subissent des jeunes Algériens qui se trouvent à Paris, presque tous, c'est en France, c'est-à-dire les descriptions vont beaucoup jouer sur une virilité saine face à une perversion sadique, homosexuelle, qui motive les tortionnaires. On le voit ça chez Henri Alleg aussi, qui se présente sa masculinité, sa virilité inspirée par la Révolution, qui lui permet de résister. Donc ça va donner ancrage à l'idée que l'homme algérien, l'homme héroïque, révolutionnaire qui sort de cette révolution, pourrait être un modèle en général pour la Révolution. Donc ça, c'est quelque chose qui a des traces plus larges que des questions de sexualité et de genre. On va beaucoup parler au début des années 70, chez certaines franges de l'extrême gauche, de la révolution arabe, donc la révolution algérienne, leur potentiel révolutionnaire chez les travailleurs immigrés en France, massivement arabes, les Palestiniens, la lutte palestinienne, la révolution palestinienne, les débats sur l'après-nasserisme, les débats sur le Sahara, les débats même internes à l'Algérie, un régime tourmenté mais qui reste, on garde les espoirs révolutionnaires. La révolution arabe va apparaître comme un espace d'inspiration. Donc moi, c'est ce que j'essaie de montrer en exemple. On a beaucoup oublié ça, à quel point cette révolution arabe, qui à la fois réduise les multiplicités et les réalités de ces luttes, mais qui aussi a inspiré beaucoup de gens, a vraiment pris ancrage dans des discussions spécifiquement sur les questions sexuelles et genrées. Donc le phare va aller très loin pour proposer que sa lutte était quelque chose qui pourrait lier, dans des termes réels, selon eux, la lutte des peuples arabes en France, des travailleurs en France arabes, et la lutte révolutionnaire qui se trouvait ou qui essaie de se mettre en place à l'extrême gauche. Ils vont le faire dans des termes extrêmement crus. C'est à la fois des choses qui font écho à d'autres expressions, d'autres proclamations de liens entre la révolution et l'inspiration. Mais eux, ils vont le dire, par exemple, dans un texte, le premier manifeste, « Nous sommes plus que 343 salopes ». Donc c'est en avril 71, voilà, dans le Nouvel Observateur. Un mois après le fameux, soi-disant, manifeste des 343 salopes sur le droit à l'avortement, nous sommes plus que 343 salopes, nous nous sommes fait encouler par des Arabes. Donc une proclamation de lien, parlons-en avec vos camarades algériens, vos camarades arabes, est-ce que le Nouvel Obs va publier ça? Et ils vont expliquer à longueur de terme que c'est un sujet qui a quelque chose de vachement différent. Ils vont insister que la France reste coloniale, que le racisme colonial reste présent, que leur lutte s'inspire directement de l'anticolonialisme et que ce rapport sexuel qu'ils décrit donne les bases d'une vraie connexion réelle, de terre empirique,
de chair. Mais est-ce qu'elle est réelle, cette connexion, ou pas? C'est-à-dire, aujourd'hui, on est traversé par les débats, y compris dans nos communautés, sur la question de l'intersectionnalité, justement, voilà. et la question de la convergence des luttes, de ce que Foucault appelait les alliances, enfin, comment il appelait ça, tu le dis à un moment dans coalition, voilà, politique de coalition. les politiques de coalition. Est-ce que c'était une réalité, ou est-ce que c'était une illusion? Parce que ce que tu montres aussi dans le livre, c'est qu'après, tout ça s'effrite d'une certaine façon. Tout à fait. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, parce qu'il y a d'autres chercheurs qui ont parlé de cet épisode, pas assez. C'est ce que j'essaie de faire là, c'est de prendre quelque chose qui est de toute évidence problématique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça se reproduit dans toute une série d'autres discussions, mais qui est lié avec un effort d'élaborer une politique qui met en avant le fait que la France est raciste, la France est coloniale, que la situation de la lutte algérienne, de l'homme algérien, de l'homme arabe, donc, est nécessaire pour comprendre ce qui se passe en France comme modèle, et qui est donc à la fois problématique, à la fois pose quelque chose de plus large comme optique. Donc j'essaie de mettre ça, donc ça c'est une partie du livre, ça nous intéresse particulièrement parce que c'est la lutte homosexuelle, la lutte pour la libération sexuelle ici, mais j'essaie de faire comme je fais avec les féministes, comme je fais avec d'autres groupes, même les catholiques sociaux, même l'extrême droite, pour montrer que tous ces groupes font partie de quelque chose d'un espace plus large, qui est française, notamment, qui est occidentale, mais particulièrement française de ce moment, que ce sont à la fois des symptômes, aussi bien que des gens qui proposent des choses qui posent problème. Et là, en l'occurrence, j'essaie de tracer leur effort, de penser ces liens, d'insister que, par exemple, ils vont dire, ce n'est plus Gide Monterlin qui va chercher le petit garçon arabe là-bas. Ici, ce sont les hommes, c'est nous, c'est un renversement de pouvoir. On s'offre nos corps pour créer des liens. Donc c'est incroyablement bête comme idée, mais c'est aussi une manifestation d'un vrai effort de penser qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un pays qui reste colonial et qui doit prendre en compte cette histoire coloniale. Oui, mais justement, ce que tu dis aussi, c'est qu'il y en a certains au sein du phare notamment, et notamment, je crois, Gilles Deleuze. Moi, j'ai découvert qu'il écrivait un peu sous pseudo, c'est ça, dans la revue du phare. Gilles Deleuze qui trouve ça extrêmement problématique et raciste, et qui dit ça va pas, parce que justement, on est encore dans un pays bercé par teinté, imprégné par le colonialisme, et ça va pas ce que vous faites. Tout à fait. Il y a une série de critiques. Les plus importants, les premiers, c'est ceux qui ont fondé le phare quand même. Ce sont certaines lesbiennes qui étaient au début du phare et qui vont, ça c'est Marie-Jo Bonnet et d'autres l'ont raconté un peu, qui vont fixer sur les questions de rôle, le rôle sexuel, en refusant ça. Alors que c'est le propre de cet effort, cet prétendu effort d'exposer les questions de pouvoir et les lier aux questions coloniales. Donc c'est ce que le problème avec le propos de Marie-Jo Bonnet, qui je trouve juste, c'est qu'elle va, comme beaucoup de gens, effacer la spécificité arabe de la question. Donc parler des rôles en général, passifs, actifs, etc. Donc c'est au centre de cet effort de penser le pouvoir. Gilles Deleuze va aussi fixer sur cette idée d'enculage, comme il va l'appeler ailleurs dans d'autres textes, pour dire, voilà, c'est gravement problématique, c'est un risque, ça pourrait être radical, ça pourrait être aussi fasciste, mais ça pose problème, et c'est dans un texte, comme d'autres ont dit dans la discussion de 73, un texte sur les Arabes, écrit sans Arabes. Mais aussi, on voit même donc Deleuze, dans ses propres écrits, par exemple, avec Guattari Anti-Oedipe, la question de l'enculage, de la sodomie est au centre. C'est la seule référence de Fanon qui est dans le livre, est absolument fondamentale. Il va dire, c'est en regardant Fanon qu'on peut vraiment, dans la situation coloniale, qu'on voit à quel point l'Édipe ne fonctionne pas, le triangle d'Édipe. Il va utiliser le terme, le père qui se fait enculer par le collectionneur d'impôts. Mais là aussi, on voit que Deleuze n'est pas, et Guattari ne pense la sodomie à la fois comme une façon nécessaire de penser le pouvoir, la sodomie parce que c'est quelque chose qui nous permet de dépasser la noblesse ouvrière, d'utiliser dans le contexte réel actuel n'importe quelle arme pour lutter contre le socius, lutter contre la domination. Donc la sodomie comme quelque chose où celui qui est en bas peut devenir celui qui est en haut, mais qui est incapable à ce moment, au moins avec Guattari, de penser la position d'en bas, de se faire enculer comme une position de pouvoir. Donc là, mais ces critiques vont porter, donc ça va disparaître. Le phare va disparaître, ça va disparaître, le dernier texte va être vraiment un moment une explosion de paroles sur les Arabes, etc., et des critiques de cette propre parole. Et l'effort de penser ça politiquement, c'est ça qui va disparaître.
dans la communauté gay, dans la presse gay, dans les publications gays, on va continuer de beaucoup parler des Arabes, mais on va plutôt laisser ça de côté. On ne va pas essayer de penser la réflexion, on va aller pleinement à l'extrême de dire il y a les Arabes d'un côté, les homosexuels de l'autre côté, deux groupes différents, ils ont des rapports, c'est super intéressant, mais de le penser de moins en moins en termes colonial, post-colonial. Et on revient sur la différence, quoi, d'une certaine façon, qui est marquée et à nouveau marquée. Et il y a aussi... Non, oui, attendez. Oui, mais... Oui. Pour moi, oui, je dis que c'est une obsession française et que c'est une obsession qui en peut et qu'il faut l'explorer dans ses spécificités chez les féministes français à un moment, chez les homosexuels ou chez des révolutionnaires homosexuels, chez une presse ou chez des écrivains français homosexuels qui se réclament de l'homosexualité dans les années 70, mais qui se montrent beaucoup plus large, que c'est vraiment quelque chose qui traverse la société française. Et là, c'est des moments de critique où on le voit très clairement. Il y a un autre moment où il y a un effritement de la coalition, c'est un peu plus tard, quand finalement les féministes qui disaient ça depuis très longtemps disent il y a quand même un problème avec la question du viol et des violences sexuelles en général, question qui était un peu finalement oubliée. Et dans le livre, il y a cette phrase notamment de Guy Hockenheim qui aujourd'hui résonne un petit peu violemment, très violemment, qui dit, qui n'est pas du tout content, qui dit le nouveau puritanisme des ligues de femmes, c'est le viol aujourd'hui. Comme si, voilà, donc ça, on sent bien qu'il y a une incompréhension très forte là. Là, c'est à nouveau les coalitions qui explosent d'une certaine façon. Voilà, donc dans le livre, j'essaie de tracer à la fois à quel point, encore une fois, la référence algérienne et spécifiquement à l'homme arabe était important pour les féministes qui émergent dans les années 70. Ce sont des groupes de féministes qui ont très peu de liens avec des générations féministes précédentes, mais qui sortent plutôt du mouvement de la nouvelle gauche, de la gauche extrême. Et comme ces mouvances, elles aussi ont des liens très forts, des inspirations très fortes avec la révolution algérienne et avec cette révolution arabe. Notamment, donc ça va, le signal sonore qui résonne un peu partout, c'est les you-you. Les you-you comme méthode, les you-you comme signaux, les you-you comme une affirmation politique directement ancrée dans l'histoire algérienne coloniale et la révolution algérienne. Donc, dans les manifestations, il y avait des you-you. Dans les manifs, on entendait les you-you. Ouais. On libait la rubrique où on mettait des articles sur les féministes propres, spécifiquement français, c'était you-you. On l'entend dans des films de Carole Sopoulis et d'autres. Donc ces féministes essaient de combattre dans le sein, comme le phare, dans le sein de cette gauche extrême, la nouvelle gauche. Elle essaie aussi d'imposer une série de luttes, beaucoup de luttes différentes, mais parmi elles, la lutte contre la violence sexuelle. Ça, la première fois que ça sort un peu dans un débat plus large, c'est en 1973, un épisode de viol entre deux militants, autour des questions des sans-papiers, autour d'un logement, d'un foyer de travailleurs. C'est très vite fermé. C'est-à-dire, on en discute, Sartre introduit la discussion, et ça se ferme très vite sur l'idée qu'on donnait du grain à moudre à nos ennemis au sein d'une campagne raciste extrême. En 73, c'est sûr qu'il y a, à Marseille ailleurs, une vraie campagne antiraciste, raciste et anti-arabe. Une chose intrigante, les deux personnes en question, c'est une femme d'origine vietnamienne et un homme, soi-disant antillais. Mais en fait, toutes les lettres en réponse vont faire comme si c'est un arabe. Donc c'est une des choses où on voit cette figure de l'homme arabe va englober des spécificités qu'on pourrait montrer sont en réalité qui n'a rien à voir. Et en fait, le discours autour de l'homme arabe va l'englober. En 1976, une série de groupes féministes vont essayer de réutiliser la méthode qui a réussi avec le procès de Bobigny sur l'avortement, des procès politiques, de faire des procès, des scènes où on peut montrer à la France comment l'injustice fonctionne, comment les femmes subissent ces injustices, pour proposer qu'il faut lutter, il faut changer les lois, il faut changer cette société. Donc le procès le plus connu, ça va être le procès d'Aix en 77, 78 vraiment, avec Gisèle Halimi qui va le porter. Mais pendant l'année 77, il y a toute une série d'autres procès où Gisèle Halimi et d'autres s'impliquent. Et c'est là tous les procès, ça n'est pas le cas pour le procès d'Aix, tous ces autres procès, celui qui est accusé est soi-disant un arabe, un homme arabe. Et donc ça va devenir les scènes des grands débats où des féministes, beaucoup de féministes, vont essayer de répondre à cette situation, de cibler une justice de classe,
d'essayer de penser comment on peut continuer cette lutte en prenant en compte le racisme, l'héritage colonial, mais de maintenir nos combats. Elles ont appris de ce qui s'est passé en 1973. Elles veulent continuer de se poser ces questions. Et donc, comme tu as dit avec la réponse de Hockingham, c'est assez typique. C'est-à-dire qu'elles sont face à un silence assourdissant du reste de la gauche. D'autres ne vont pas répondre. Ils ne vont pas prendre ça en compte. Ils vont dire simplement vous êtes raciste, vous n'aimez pas le sexe, vous faites appel à l'État, le judiciaire, la machine répressive de l'État, c'est inacceptable. Donc ça va pousser de plus en plus des féministes, certaines féministes, et c'est très très clair, de distinguer les deux combats. De dire oui, on continue de penser que la lutte contre le racisme, notamment la lutte contre le racisme ancré dans l'héritage colonial de la France, reste importante, mais on va parler à part. On va plus essayer de penser ces choses ensemble. Donc si on pense de l'intersectionnalité, c'est l'explosion, une fois de plus, d'un effort de penser ces combats ensemble. On voit ce que j'essaie de montrer, un effort très intense de la part de certains militants de penser ces choses ensemble, et puis presque une décision de ne plus en parler ensemble, de faire lutte à part. Alors, on va poser une dernière question, après on va distribuer la parole, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions ou de remarques. Donc après, finalement, la question arabe disparaît, c'est ce que tu montres aussi d'une certaine façon, si ce n'est, on retrouve l'orientalisme, on retrouve finalement cette sorte de fascination pour un étranger et pour le corps finalement uniquement de l'étranger. Et puis derrière, il y a tout ce qu'on observe depuis 30 ans, évidemment, comme essentialisation, comme apparition de l'islam, comme soi-disant problème et de la religion qui créer cette dangerosité, créer aussi, après la révolution iranienne notamment, voilà, la question de le tchador qui apparaît, les femmes qui reviennent finalement dans la conversation, etc., etc. Donc ça, c'est le bain dans lequel on est toute la journée et qui nous déplaît un petit peu. Donc on va peut-être pas s'appesantir là-dessus, sauf si vous avez des questions après. Mais je voudrais revenir un instant sur la question des potentialités politiques de ce moment-là, c'est-à-dire ce petit moment où il y a une sorte de coalition comme ça, ou une sorte de possibilité, et donc au début des années 70, parce que notamment, et ça c'est dans le livre, tu cites de longs passages du Bal des Folles de Coppi, donc un dessinateur argentin qui travaillait pour l'Obs, pour Libé, qui était au Phare bien sûr, qui était aussi ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un performeur, puisqu'il mettait en scène lui-même ses propres écrits. Et c'est très intéressant ce qu'il dit Coppi dans le Bal des Folles en 77. En fait, on voit que à ce moment-là, finalement, l'arabe dans les écrits du Phare, et dans les écrits de Coppi aussi, c'est finalement une potentialité aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui, et qui traverse là encore nos communautés, c'est la question de la non-binarité, la question de la fluidité, la question du refus de l'assignation à homo, hétéro, homme ou femme, c'est-à-dire le choix de choisir d'être qui on est. Est-ce que tu penses que à ce moment-là, il y a dans ce moment-là des potentialités politiques pour aujourd'hui, et de quelle façon, même si on est dans un contexte radicalement différent? Oui, c'est une des choses qui m'intéresse. Après la disparition du Phare, notamment, il continue d'y avoir énormément de discussions sur l'homme arabe, au moment même où on va passer du Phare qui va insister que les identités ne tiennent pas. Ils vont dire qu'il y a 3 milliards de pervers sur Terre, donc tout le monde est pervers, mais les homosexuels, ceux qui s'identifient comme homosexuels, sont tellement ciblés certains ont la possibilité d'arriver à avoir une analyse politique. Ils vont dire ça aussi de soi-disant hommes arabes. Il va dire tout le monde, notamment les travailleurs immigrés, subissent ce qu'on appelle la misère sexuelle. Mais grâce à une série de réflexes, notamment des compréhensions de comment ils sont ciblés par le racisme, ces hommes arabes vont participer dans des pratiques sexuelles qui leur permettent de s'en sortir, ou au moins de s'échapper pour quelques minutes de cette misère, de trouver un refuge sexuel, des fois avec un homme, même si ce n'est pas ça qui est leur désir profond. Donc ils vont poser ça comme tout le monde subit des choses. Certaines personnes sont capables, par des situations spécifiques, les soi-disant arabes, grâce à l'histoire coloniale et la lutte que les peuples arabes ont menée contre ça et contre la France, pour renverser ça, les homosexuels, grâce à l'extrême violence qu'ils subissent en tant que marginalisés, mis au bon, qui peuvent arriver à un contexte sexuel. Donc ça va disparaître assez vite. Donc on va devenir de plus en plus vers une consolidation des identités. Donc l'identité homosexuelle qui est distincte de l'identité hétérosexuelle. Mais au même moment, et c'est ça qui est intriguant, une spécificité française, on va avoir chez les homosexuels
mais d'autres aussi, l'homme arabe qui va continuer d'être présenté comme quelqu'un qui a une autre sexualité, qui n'a pas de sexualité, qui a des possibilités sexuelles, qui n'est pas restreint, qui peuvent, dans cette position d'hyper viril, d'homme qui assume sa virilité, de pénétrant, souvent, peuvent vivre et vivre autrement. Donc, Copy, c'est intéressant parce qu'il va voir ça, il va monter dans une scène assez incroyable, dans le Tour de la Défense et l'autre machin, il va avoir une confrontation avec une trans, avec une femme, moi je dirais une femme trans, mais qui dans la pièce est un homme gay qui se travestit, une femme et une troisième, Ahmed. Ahmed qui est l'amant des deux. Et à un moment, Ahmed dit, avec Micheline, avec l'homme gay trans, dit, vous êtes obsédé par les culs. Et Ahmed dit, par les culs des garçons. Et Micheline répond, mais vous êtes fou, vous venez d'où? Donc c'est cette incapacité d'admettre qu'un homme arabe peut aussi, un homme dit arabe, peut aussi avoir sa possibilité de s'exprimer, de penser son propre désir. Et donc une des choses que j'essaie de montrer, donc c'est cette combinaison, c'est ces discussions, parce qu'il y avait aussi toute une série d'auteurs, de réalisateurs, avec des origines ou des nationalités maghrébines qui participaient en France, que j'essaie de montrer aussi, qui parlaient de ces questions à ce moment, dont on a oublié. Pas Copy, mais des gens comme Nasser Khattari, des gens plus connus comme Boujedrak, Benjamin, etc. Donc c'est cette possibilité de penser ces choses ensemble, de penser qu'est-ce que ça voulait dire, de s'ancrer dans des identités en lien avec une certitude qu'il y avait d'autres façons de vivre à la fois la sexualité, mais à la fois d'être politique avec ces sexualités. Je finis la partie sur le monde gay, le nouveau monde gay, avec Renaud Camus, en contradiction explicite avec Guy Hockenheim. Et Renaud Camus qui va dire, avec une certaine justesse, les anciens gays sont obsédés par le monde arabe, par la Méditerranée, parce que là-bas, ils disent, ils sont tous comme ça. Mais lui, ce qu'il propose à la place, c'est deux mondes différents, purs, identiques d'un côté, les hétérosexuels qui restent entre eux, les homosexuels qui restent entre eux, pas de rôle, mais avec une pureté. Il va être cité à ce moment par une journaliste de Libération, Jean-Luc Hennig, comme c'est l'opposé de ce qu'il propose Guy Hockenheim dans La mort du métis. C'est la pureté, c'est l'entre-soi du même, l'insistance sur le même, cette rassurance qu'on est tous le même et qu'on peut rester entre nous. Donc il n'y a peut-être pas une surprise que c'est Camus, Renaud Camus qui a publié ça, mais cette insistance, la multiplicité, l'insistance de penser le coming out par exemple, à une stratégie politique qui réponde à quelque chose de spécifique dans un rapport de pouvoir et pas simplement de cibler toute personne ou tout groupe qui ne participe pas dans ces pratiques comme nécessairement arriéré ou apolitique ou absent de toute réflexion sur ces questions. Donc ça, c'est une des choses que je crois qu'on peut voir, qui est intriguant, aussi bien qu'on peut voir à quel point c'est difficile de garder ces choses ensemble. Merci. Je vous propose de distribuer la parole. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser pour un quart d'heure, 20 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Où est le micro? Est-ce que... je vais passer le micro. Est-ce qu'on a deux micros? Non. Allez-y. Je vais dans la salle alors. Merci. D'une certaine manière, la misère sexuelle n'a-t-elle pas été un peu partout? Tout à fait. C'est ce qu'ils disent, voilà, c'est exactement ça. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est comment une analyse générale va aussi permettre, ou on peut voir, comment ils vont dire que les hommes arabes ont une analyse politique, qui vont expliquer donc ils vont essayer de poser, au moins on peut lire ça, que c'est gravement problématique comment les gens du phare posent ces questions, mais il y a aussi une proposition que ce ne sont pas des victimes, qu'à cause d'une histoire, à cause des réflexes politiques, ils arrivent à s'en sortir des fois de cette misère sexuelle qui donc fait qu'il ne faut pas les réduire à victimisation. Donc ils sont en lutte. Ça revient, donc ça renforce l'idée de l'homme arabe héroïque comme quelqu'un qui pourrait être modèle. Donc en réponse à la misère sexuelle, comment répondre? Les homosexuels révolutionnaires vont dire tous les homosexuels ne sont pas révolutionnaires. Mais il y a une possibilité de faire une analyse révolutionnaire politique qui s'ancre dans cette situation. On le voit aussi chez nos camarades arabes qui sont prêts à coucher avec nous.
Donc, on peut le réduire à ça, mais c'est aussi il y a un peu d'intérêt, je pense. Juste une intervention sur comment est-ce que la sexualité est aussi utilisée à des fins politiques depuis très longtemps. En fait, si on voit les travaux d'un chercheur qui s'appelle Laurent Baudouin et qui a travaillé sur l'homophilie dans les pays arabes à travers des récits de voyages d'occidentaux au XVIIIe, XIXe siècle, on voit qu'effectivement dans les pays arabes, il y a une sexualité qui est extrêmement différente de celle qu'on connaissait en Occident à l'époque, où il y a une présence de l'homosexualité, alors qu'il n'est pas dit homosexualité, mais qu'on peut définir comme homophilie qui est présente, notamment dans des récits littéraires, Abu Nuwas, etc. Et que à travers l'entreprise coloniale, il y a aussi une entreprise de formatage des corps et des pratiques sexuelles, avec une sorte d'imposition un peu en filigrane que pour être rentré pleinement dans la modernité, il fallait mettre de côté ces pratiques sexuelles, mais aussi, par exemple, en Inde, où les femmes qui portaient des saris, à l'époque, n'avaient pas de brassière en dessous. Les corps étaient extrêmement... bon, ce serait trop long à développer. Et aujourd'hui, on a donc à l'époque, on avait d'une certaine manière l'homosexualité et la liberté sexuelle comme quelque chose qu'il fallait restreindre par l'ordre colonial occidental. Et aujourd'hui, on a un peu l'inverse, justement. On a l'Occident qui utilise un peu avec un certain homonationalisme, qui utilise les problématiques LGBT pour justement, que ce soit en Occident, on voit beaucoup de partis qui commencent à utiliser la problématique LGBT pour avoir un discours anti-immigration. Donald Trump qui dit nous allons défendre les LGBT alors que c'est le plus gros misogyne, etc., dans une démarche impérialiste. Israël qui utilise Tel Aviv comme une devanture c'est le paradis LGBT alors qu'ils ont une politique coloniale d'apartheid et qui out des LGBT palestiniens. Donc voilà, juste pour dire que la sexualité est depuis très longtemps et de façon différente. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a 2 siècles de ça, les pays arabes étaient vus comme trop libertaires au niveau sexuel et trop homophiles, et qu'on leur reprochait ça. Et puis maintenant, c'est l'inverse, avec des pays arabes aussi qui par opposition à ce système impérialiste et colonial, se disent l'homosexualité, c'est à eux, c'est leur perversion, et utilisent finalement un peu les mêmes termes qui étaient utilisés à l'époque. Excusez-moi, c'est un peu long, mais voilà. Même dans les années 50 et 60, dans les discours politiques des homophiles, avec donc des mouvements à la fois américains et français comme Arcadie, on va regarder vers le monde arabe comme un espace utopique où ça va mieux. Arcadie va publier dans la fin des années 50 des articles et qui va commencer avec on nous pose est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'on pourrait parler du problème homosexuel au Maghreb? Non, parce qu'il n'y en a pas de problème. Donc il y a ce fantasme de réalité c'est des espaces de liberté sexuelle. Ça a une longue histoire coloniale. C'était une des choses, des incitations d'aller faire les colonies, d'aller là-bas, travailler parce que vous pourriez explorer des choses qui sont interdites ici. Mais il faut aussi dire que les historiens de la sexualité, ici en France, comme Régis Revenin, des gens comme Matt Holbrook sur Londres, de George Chauncey sur New York, nous montrent que jusqu'à très récemment, les années 50, 60, même plus récents, dans les classes populaires en France, en Angleterre, à New York, etc., des pratiques sexuelles qui ne se réduisaient pas à ce qu'on nous, on appellerait l'homosexualité. Des pratiques sexuelles et des façons de s'y penser qui étaient très gendrées. Donc d'être homosexuel, c'était pour un homme de se faire pénétrer. Ce n'était pas d'être intéressé par des hommes. C'était avoir le corps c'était l'inversion des genres. Donc, une des choses importantes, c'est la possibilité de se penser, le mot homosexuel qui existe depuis la fin du 19e, de se penser homosexuel qui émerge dans certaines couches plutôt bourgeoises, on pourrait dire, ou intellectuelles, ou diverses, mais minoritaires. C'est vraiment dans les années 70, 60, en France, 70, que le binarisme homosexuel-hétérosexuel, qu'on est soit intéressé par le sexe opposé, soit par le même sexe, minoritaire, majoritaire, va s'imposer, va développer. Donc ça c'est beaucoup en Occident que ça arrive. Ça veut dire que ça met de côté la question centrale du genre. C'est ce qui explique un peu l'histoire de l'émergence lente du mouvement trans. C'est-à-dire jusqu'aux années 60-70, c'était supposé que les homosexuels étaient tous
c'est ce qu'on pourrait appeler les trans. Dans les années 70, on va dire les trans, c'est pas intéressant parce que c'est des façons d'injurier les homosexuels qui sont simplement intéressés par des gens du même genre. Et qu'au même moment, donc, on va positionner en France, et ça, je crois que c'est une spécificité française, l'homme arabe comme emblématique de cette autre façon. Une autre façon de vivre, d'être sexuel, qui se ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu en France dans les années 30. Quelqu'un comme Daniel Guérin, militant et penseur historien libertaire, va vraiment décrire ce basculement. Mais donc, ouais, l'histoire coloniale, l'histoire aussi d'une histoire récente où on fixe l'homosexualité sur une identité très précise et exclut les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'étais un peu arrivé en retard, mais pourquoi il n'y a pas parmi les intervenants un monsieur, un penseur arabe qui pourrait justement discuter votre parole? Ce serait intéressant, non, d'avoir un intervenant, un penseur arabe sur cette question. Pourquoi il n'y en a pas? Ça, donc, je n'ai pas organisé La défense de Todd dans le livre de Todd, il donne largement la parole justement parce que tout le propos de Todd est de dire justement je ne prétends aucunement parler à la place. Donc du coup, il y a quand même une grande place qui est faite justement à toutes sortes de penseurs, d'intellectuels. Oui, oui. Tout à fait. Ça me paraît totalement raisonnable comme question. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est une question très importante. Donc, on pourrait dire aussi pourquoi il n'y a pas des Français qui ont écrit sur cette question dans la même façon. Mais je crois qu'il y a une fermeture de parole. Une des choses que j'essaie de montrer dans les années 70, si on regarde les soi-disant arabes, parce que le terme est toujours entre guillemets, bien sûr, les auteurs, des réalisateurs qui ont eu la parole, qui ont donné la parole, qui prennent la parole comme réalisateurs, qui ont fait des films, qui écrivent des romans, tous parlent de la sexualité. Certainement, et presque tous de la sexualité masculine. Et quand j'ai regardé dans les archives de l'édition, chez Le Seuil, chez Delanoë, on voit que ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que les éditeurs se parlent entre eux et ils disent, celui-là, il va rajouter du sexe. C'est-à-dire qu'il y a une présomption, ce que je propose, c'est que les hommes arabes ne peuvent que parler en public s'ils parlent du sexe, s'ils parlent de la sexualité. Donc c'est vrai que ces questions de qui parle et quand, c'est à la fois, des fois, c'est des incitations à parler des choses. Donc c'est vrai que aussi ça rend plus difficile pour des gens de faire des analyses, de publier des livres comme le mien. Ce n'est pas simplement pour des raisons de classe, de formation, etc., mais aussi de mise en cause de soi. Mais oui, donc moi je suis d'accord avec vous. Il devrait y avoir plus de gens. Je suis désolé. Pour poursuivre sur cette question, je trouve que ça montre un peu l'état de l'université française aussi. Effectivement, comme tu le soulignes, il n'y a pas d'auteurs français qui ont travaillé sur les questions sur lesquelles tu travailles. Mais tout comme il n'y a pas d'auteurs français qui ont travaillé sur Arcadie, il a fallu attendre que ce soit un auteur anglais, je crois, qui bosse sur la question. Et ça pose la question de l'université, du rôle des études féminines dans les universités, par exemple à Paris 8, et après du coup du retard pris pour la mise en place d'études féministes, en fait. Ça pose la question du contresens accordé au French Feminism aux États-Unis et puis le retard massif qu'on a eu sur les Gay and Lesbian Studies en France, en fait. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'à l'université, il y ait une génération de profs qui acceptent que les étudiants fassent un boulot sur eux-mêmes et du coup que les étudiants fassent un boulot sur eux, ça me paraît quasi impossible aujourd'hui, en fait. Donc, au-delà de la question de la représentativité par les organisateurs du festival, en fait, les organisatrices, les organisateurs, il y a la question de l'université française qui a posé par ce qui était souligné sur l'absence d'auteurs arabes à la tribune aujourd'hui. Je crois qu'il y a certains chercheurs qui ont essayé de commencer de faire des choses sur des questions du genre, et un peu moins, mais aussi des très bons sur la sexualité. De parler à un tel point du racisme, notamment le racisme anti-arabe, c'est nettement plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui essaient de trouver des directeurs qui vont même faire juste une demi-ligne sur les questions du racisme et la réponse qu'ils vont recevoir des directeurs, c'est « moi, je ne travaille pas sur le racisme ». Ça, c'est une question de classe, machin. Et c'est toujours des gens qui ont des prénoms, des noms à consonance maghrébine ou soi-disant pas français qui résonnent ailleurs. Donc je crois qu'il y a une vraie résistance. Pour des raisons, on va rester sur des catégories universelles. Les hommes et les femmes, ça reste pour les Français universels. Les questions, par exemple, on préfère parler des immigrés, des travailleurs immigrés.
dans les années 70, alors que les archives sont très claires. Quand on parle c'est toujours soi-disant des Maghrébins, et si on pousse un peu, ce n'est pas les Maghrébins, parce que les gens aiment bien les Marocains, c'est les Algériens. Donc il y a des vraies spécificités du racisme qui méritent d'être explorées, et que les cadres actuels en France souvent empêchent un peu. Voilà. Mais je ne vais pas critiquer plus, ça va être l'université française. Je vous laisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Donc, bonjour Todd. Salut Marie. Donc c'est une situation spéciale où peut-être tu en as déjà parlé, vous en avez déjà parlé, où la traduction de votre livre a été publiée avant la version en anglais. Et je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais est-ce que tu peux parler un peu de la réception de ton livre? Pourquoi c'était important de sortir la traduction avant la version en anglais, etc. Et juste les impressions que tu as reçues jusqu'ici. Très bien. Donc c'est mon éditeur chez Payot qui était tout de suite intéressé par ce livre, qui m'a énormément encouragé. Après, le processus est beaucoup plus vite. Donc c'est une maison d'édition générale plutôt qu'universitaire. Ils ont des possibilités et le traducteur a été super. Il a travaillé vraiment en lien avec moi, en subissant les changements que je lui ai imposés à la fin. Et donc c'est sorti très vite. Le processus américain est très lent. Moi, je trouve que ça a eu pas mal un écho important. Je crois que l'intérêt de l'éditeur qui a un vrai engagement d'essayer là je parle de Christophe Guillas chez Payot, de traduire des textes du Post-Colonial Studies, de faire venir des textes sur la guerre d'Algérie, de faire venir donc des textes sur les questions à la fois du genre, de sexualité. Il a publié plusieurs, Daniel Goldman, et d'autres aussi bien que sur la guerre d'Algérie française aussi bien qu'américain, de faire ramener des pièces à porter dans les discussions françaises, notamment sur les questions du colonial, de l'histoire du racisme colonial en France, des questions du genre de la sexualité. Donc ils avaient un intérêt que ce livre sorte parce qu'ils pensaient que ça répondait aux questions françaises, au débat actuel. C'est que aux États-Unis, ça va être plus un livre universitaire qui, j'espère, intéresse des universitaires et d'autres. Mais ça a eu plus d'écho ici. Donc, je suis content. Alors, on va prendre une dernière question, parce que dans 5... Oh, il y a plein de questions. Alors, on va essayer de les prendre très rapidement. C'est dans 5 minutes, il y a les drag queens qui vont raconter des contes pour les enfants. Et ça va commencer dans 5 minutes. Donc, on prend... Essayez de faire des questions concises, du coup. Voilà. Alors, il y avait là. Je fais par facilité ici, mais voilà. Moi, j'ai un unique problème dans tout ce que je viens d'entendre, c'est qu'en fait, on parle du garçon arabe ou de l'arabe comme un objet, mais lui-même, il répond à tout ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été dans un sens. C'est que l'arabe lui-même a répondu par d'autres codes, effectivement, pas par le système universitaire ou autre, ou par un discours, mais on le voit en permanence dans les codes, dans l'urbain, dans le hip-hop, dans plein de choses. Il y a eu des réponses qui ont été données à tout ça. C'est pas comme si c'était quelque chose d'établi, immuable, l'arabe, le garçon arabe. C'est ce qu'on veut nous faire croire en permanence en médias. Mais moi, ce qui me gêne, donc je vous pose la question, quelles sont les réponses qu'ont la communauté ou l'arabe, tel que vous le dites, a donné comment elle a répondu à tout ça, en fait, à chaque fois? Donc le livre ouvre avec le film de Nasser Kotari, Les Ambassadeurs, qui sort en 1975, avec toute une scène où il décrit, mettre en scène une réunion d'extrême droite dans le contexte de la Goutte d'Or. Donc c'est dans le film se base sur le meurtre de Djalali Ben Ali en 71. Donc c'est une histoire vraie, fictionnalisée. C'est un film qui va apparaître sur les écrans, les dossiers à l'écran. Donc ça a une vraie écho. Et lui, toutes les critiques qu'il va montrer du soi-disant par ces groupes de voisins organisés par l'extrême droite, c'est ils suivent nos femmes, ils essaient de nous violer, ils font l'amour même avec les chèvres, ils sont tous des PD. Donc il va montrer ça en scène, il va faire toute une série d'analyses aussi. Donc il va par exemple montrer une scène de drague d'un journaliste français qui passe dans un cabaret du Pigalle et qui fait embarquer trois jeunes hommes, en l'occurrence algériens, à sa maison. Et il va montrer très clairement qu'ils comprennent, qu'ils savent pertinemment ce qui est en train de se passer. Ils ont des intérêts qui sont les leurs. Ils ne sont pas violents, ce n'est pas une agression. Ils le font ça avec un sourire. Ils comprennent et ils s'en sortent. J'essaie de montrer ça aussi avec Benjeloun, avec Boudjedra, avec d'autres auteurs, mais notamment sur la question que vous avez posée plus précisément, dans les petites annonces. Donc j'essaie de montrer, de faire une analyse de la façon que dans Sandwich et à Libération, dans les petites annonces,
plein de jeunes, des gens qui s'identifient au moins, parce qu'on ne peut pas savoir les identités réelles, mais qui s'identifient avec des noms ou qui s'affirment en tant que maghrébins, vont jouer très explicitement avec les codes. Donc, c'est-à-dire, ce sont des codes français. Et s'ils jouent avec des codes et des mots français, ils savent, ils sont en train de jouer. Donc, j'essaie de montrer ça aussi. Et donc, par exemple, même avec les féministes, quelqu'un qui est, après, intéressant ou pas, mais Leila Sebar, chez les féministes, elle est d'abord qu'elle est romancière et tout ça, elle s'affirme comme féministe, elle fait très peu référence à son père algérien, mais c'est une des seules féministes à la fin des années 70-79 qui ne va pas pouvoir distinguer les deux luttes et qui va constamment les mettre ensemble. Donc oui, j'essaie de montrer à la fois qu'il y avait plein de gens qui comprenaient, qui décrivaient, qui voyaient et qui répondaient en tant que quelqu'un qui était soit assigné, qui soit assumé une identité maghrébine, soi-disant arabe. Et ça veut dire quelque chose qu'on a effacé cette histoire, cet héritage de réponse. Parce que ce sont des gens qui ont joué dans une situation difficile. Comme j'ai dit, il y a une incitation réelle, économique des éditeurs pour leur faire parler de ces choses. Ils les font dans une façon qu'on ne peut pas réduire simplement à une reproduction des autres. Ils jouent sur les marges. Je crois qu'ils disent des choses un peu différentes. Je crois que c'est un héritage que j'essaie de donner accès, auquel j'essaie de donner accès, pour qu'on peut voir à quel point des gens constamment essaient de penser ça, dès qu'ils ont eu accès à la parole. Pour revenir un peu sur lui, dans les années 90-2000, il y a la pop culture qui va s'emparer de l'image de l'arabe avec le rap et aussi avec le porno, par exemple, comme Cité Beurre, qui en plus est réalisé par un fils de Harki. À partir de moment, comment vous inscrivez cette image? Est-ce que c'est quelque chose qui continue à être dans cette espèce d'histoire française de l'arabe et de justification, ou finalement les gens sont en train de détourner le cliché et le prendre pour eux-mêmes et finalement de jouer un peu comme les homos jouent avec l'insulte et la récupèrent? On est à quelle limite? Qu'est-ce qui se passe? Moi, une des spécificités que j'essaie d'explorer, c'est pourquoi le livre s'arrête en 79, c'est l'épuisement de cette image de l'héros, l'homme héroïque arabe, le révolutionnaire arabe. L'épuisement comme référence parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Donc je le signale, son remplacement un peu dans le schéma orientaliste par la femme voilée, dans le contexte de la révolution arabe, l'opposé, la révolution iranienne, donc la femme musulmane qui va remplacer l'homme arabe un peu, comme victime, comme quelqu'un qui... La France n'a plus besoin de leçons, elle peut donner la solidarité, elle peut proposer des leçons. Donc c'est un épuisement de cette conversation, cette critique, cette confrontation entre la vision qui s'impose de l'extrême droite, qui décrit un nouvel ennemi, l'invasion arabe, qui utilise l'arme sexuelle comme son arme première, la violence sexuelle, le viol, comme l'arme propice pour détruire le peuple français. Et ça va développer, ça va continuer. La disparition donc de cet autre stéréotype, le stéréotype positif, politique et intéressant de l'homme héroïque algérien, l'homme héroïque révolutionnaire arabe, mais c'est un stéréotype. Donc c'est intéressant parce que ça disparaît, donc ça crée un autre contexte, et c'est possible, ça donne plus de marge pour des individus, des gens, de s'approprier ces contextes, de s'approprier cet héritage, ces signes, et d'intervenir eux-mêmes. Donc ça, je crois que c'est intéressant comme vous l'avez posé. Moi, j'essaie de montrer une confrontation qui finisse avec une chose, la violente, le violeur, le rape, le côté négatif qui va continuer, l'invasion arabe jusqu'à nos jours très clairement, mais aussi peut-être l'absence, la disparition de cette héroïsation qui est aussi un stéréotype qui limite et enferme des gens, donne d'autres possibilités. On va terminer par une petite question. Je demande d'être rapide et Todd aussi d'être rapide, puisque ça va vraiment commencer dans quelques minutes. Donc on fait très très court. Merci. Je reviens un peu sur ce que vous disiez sur l'université. J'ai l'impression qu'il y a une double cécité et aussi une inaudibilité de la question coloniale en général, post-coloniale, pas seulement sur la question arabe, mais aussi sur la question noire en France. Vous, en tant qu'outsider, vous avez droit à la parole, mais moi, par exemple, en tant qu'arabe, j'ai pas le droit à donner mon avis et à avoir accès à la chose politique si je ne m'inscris pas dans de l'arabe ou islam bashing. Et je pense à ça
je lis les deux parce que je crois qu'elle est historienne, Crystal Fleming, qui va publier un livre sur l'esclavage en France. Elle est audible parce qu'elle est extérieure, comme vous êtes audible parce que vous êtes extérieur. Et donc je voulais que vous nous fassiez peut-être ce lien entre l'islamophobie, le racisme anti-arabe et anti-noir en France, et cette incapacité au niveau universitaire, politique et aussi au niveau des médias de voir la situation actuelle en France. Parce qu'on a des médias qui vont, par exemple ce qui s'était passé aux États-Unis, les violences policières, on arrive très bien à, enfin très bien, c'est un grand mot, mais on arrive à problématiser, mais on est incapable de le faire en France. Donc si vous pouviez nous en dire rapidement un peu plus à ce sujet. Merci. Donc, juste pour dire une petite chose sur les historiens notamment, je trouve qu'il y a un grave problème dans un contexte de crise institutionnelle pour les postes des finances, de la discipline d'histoire. Il y a une crispation contre la mémoire, donc l'inspiration, ou la référence de Nora sur la mémoire contre l'histoire, une affirmation de l'histoire comme quelque chose qui est non politique, qui est scientifique, une affirmation que des gens comme Pascal Blanchard ou des porteurs de mémoire sont en train de détruire le tissu national au nom d'une scientificité. Donc, moi, je n'ai pas de problème de critiquer Pascal Blanchard ou d'autres sur des questions, des critères de moi, je ne suis pas d'accord avec telle ou telle chose ou telle approche. Mais la façon que c'était fait, c'était dans ce concept d'affirmer la corporation d'historiens, c'est-à-dire des fonctionnaires, comme apolitiques, comme n'ayant aucun lien avec la politique, alors que des gens, des porteurs de mémoire, eux, c'était politique et donc l'opposé du savant, de la connaissance. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est de se demander pourquoi les historiens en France ou ailleurs ne sont pas intéressés aux questions coloniales, aux questions du racisme. Plutôt que de critiquer constamment, de poser nos travaux en termes à l'opposé de Blanchard ou à l'opposé de tel groupe, moi je fais quelque chose de sérieux et moi je suis historien et eux ils ne comprennent pas l'histoire, c'est ça. Poser ça dans des termes de pourquoi les autres historiens, qui sont soi-disant mes pairs, pourquoi eux, ils n'ont pas fait ce travail, pourquoi moi, je propose telle chose. Donc, c'était pour ça, on aurait pu aller, je crois, beaucoup plus loin en France, vers des confrontations avec ce qui est présent dans les archives massivement. C'est-à-dire des questions de genre, de sexualité, de racialisation, c'est-à-dire on compte tout le temps, on est constamment en train de compter les Arabes en France dans les années 70. Après d'avoir des débats sur les chiffrages ou les statistiques ethniques sans se rendre compte de la réalité de la chose, c'est un problème. Et je crois que ça revient sur un désir de maîtriser dans un contexte où ils se sont ciblés. Et donc, il y a de moins en moins de postes, ils veulent s'affirmer dans la science. Donc, ce n'est pas simplement des raisons politiques, je crois que c'est aussi des réflexes corporatistes qui ne sont pas bien pensés, qui pourraient être plus réflexifs. Voilà, merci. J'imagine qu'il y avait plein de questions, mais merci beaucoup d'être venu. Merci Todd. Oui, je voulais juste vous préciser qu'il y a une petite boum, un petit goûter au deuxième, si vous voulez vous rafraîchir et faire quelques pas de danse. Il y a aussi un film sur Derek Jarman à 17h15 et des drag queens qui lisent des contes à des petits-enfants là-bas sur les côtés.